Merci encore une fois de plus de votre aimable et constante fidélité à Chérif la Télévision, la chaîne de proximité. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de 100 langues de bois, votre émission hebdomadaire. Alors le Mali sur la voie de la reconstruction en dépit de toutes les péripéties enclenchées depuis 2012, avec notamment l'invasion des terroristes dans le septentrion du pays. Les récents malheureux événements dans le centre ont de nouveau tiré la sonnette d'alarme quant à la fragilité de nos forces de défense et de sécurité, et ajouter à cela la crise sociopolitique qui secoue de plein fouet notre pays. Alors, quelle serait la responsabilité des jeunes dans la crise multiforme au Mali? C'est le thème de notre émission de ce dimanche. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 leaders jeunes. Déjà, à commencer par ma droite, une fois n'est pas coutume, une dame que nous recevons avec beaucoup de plaisir sur ce plateau, du nom de Adam Diko. Elle est la présidente de l'AJCAD. L'AJCAD, c'est l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Bonjour, bonsoir madame. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de 100 langues de bois. Merci beaucoup. Merci. Nous avons également le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Souleymane Satigui Sidibé, qui n'est certainement plus à présenter, vous devez le connaître. Il est le président d'une structure fêtière qui s'appelle le CNJ, voilà, CNJ Mali. Bonjour, bonsoir Monsieur Sidibé et bienvenue sur le plateau de 100 langues de bois. Bonjour et merci pour l'invitation. Ça va? Ça va. Bien, merci. Alors, nous avons un autre jeune qui représente aujourd'hui le Conseil national de la société civile. Il s'appelle Mamadou Yatassaye. Bonjour, bonsoir, monsieur Yatassaye. Bonsoir, Brad. Soyez le bienvenu sur le plateau de 100 langues de bois. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, encore sur ma gauche, vous avez monsieur Ibrahim Sy, qui est le président du mouvement de veille démocratique. Bonjour, bonsoir, monsieur Sy, ça va? Bonjour, monsieur Diarra. Monsieur Sy, qui est un habitué des plateaux de Chérif la Télévision. Chérif là, ouais. Alors, vous êtes chez vous. Je suis chez moi. Merci, merci, merci. Merci à vous tous d'être venus. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, quelle serait selon vous la responsabilité vraiment de la jeunesse, la responsabilité des jeunes dans cette crise multiforme que nous vivons en ce moment au Mali, à commencer par Adam? Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, pour parler des responsabilités des jeunes, il faut déjà parler des droits des jeunes et aussi de leurs devoirs en tant que citoyens. Je pense que la crise multiforme que vit le Mali aujourd'hui nécessite que chacun d'entre nous, que ce soit les jeunes ou les adultes, que chacun essaye de voir à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire pour corriger l'image du pays. Parce que le pays, c'est un ensemble. Le pays, c'est les citoyens, c'est l'administration, c'est les systèmes. Mais c'est avant tout nous, au fait. Donc, c'est notre comportement de tous les jours qui contribue à ce que le pays se développe ou à ce que le pays s'est détruit. Donc, la responsabilité des jeunes aujourd'hui, c'est surtout de chercher à connaître quels sont nos devoirs, tout en réclamant nos droits, mais aussi en nous s'acquittant de ce qui est notre devoir, notamment en participant au projet de développement de notre quartier, de notre commune, de notre région et de notre pays. Merci. Monsieur Sidibé, alors la jeunesse paye le plus lourd tribut depuis l'éclatement de la crise au Mali, on n'arrête pas de le dire. Alors les jeunes Maliens sont-ils réellement conscients du poids de la responsabilité qui leur incombe dans la quête des solutions pour une sortie de crise? Bon, je commence par vous remercier l'équipe qui vous accompagne. Et je dirais bonsoir à tous les téléspectateurs de Chérif la TV. Effectivement, la responsabilité de la jeunesse en termes de prise de conscience laisse vraiment à désirer parce que quand vous regardez la crise multiforme dans notre pays, les jeunes, nous sommes au cœur du processus, mais nous ne sommes pas conscients réellement de notre rôle, de notre responsabilité dans ce processus. C'est-à-dire les jeunes sont les plus coupables et la plus grande victime aussi, c'est la jeunesse. Et quand vous regardez d'abord au niveau de la crise sécuritaire, ce sont les jeunes qui prennent des armes, qui s'entretuent, qui consomment de la drogue, qui font des trafics d'armement au nom de qui? Au nom des plus âgés. Et ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux aussi à être des victimes du côté
de l'armée républicaine, ce sont les jeunes qui détiennent des armes. Du côté des groupes rebelles, des groupes terroristes, ce sont des jeunes qui détiennent des armes. Donc la jeunesse, elle est vraiment l'actrice principale du problème malien au niveau sécuritaire. Au niveau de la situation sociopolitique, si je me permets même politico-religieuse aussi, qui perturbe depuis un bon moment la capitale, c'est les jeunes qui sont mobilisés. La plus grande mobilisation à tous les niveaux, ce sont les jeunes. Et eux, aujourd'hui, le problème malien, je pense que la jeunesse, elle est vraiment victime et elle se fait coupable pour servir d'autres couches. Sinon, nous ne sommes pas aujourd'hui, en ce que moi je sais, le problème dans notre pays. Nous sommes au contraire la victime. C'est une génération qui prend le pays en otage. Et cette génération, elle est à tous les niveaux, que ce soit le niveau politique, le niveau de l'exécutif, le niveau religieux. C'est vraiment une équipe, une génération qui se sont côtoyés, qui se sont battus ensemble et aujourd'hui les intérêts sont opposés et le pays est pris en otage en utilisant cette jeunesse-là. Donc la jeunesse doit vraiment prendre conscience de cela. La jeunesse doit, Adam l'a dit, ce qui doit être notre rôle et notre responsabilité en tant que jeunes. Je pense que les jeunes doivent s'organiser pour comprendre cela. Et moi je ne dirais pas pour le moment que la jeunesse malienne elle est vraiment consciente de sa responsabilité dans la gestion de cette crise que nous traversons dans notre pays. C'était justement ça la question, la conscience. Est-ce qu'il y a véritablement une prise de conscience? Je me tourne vers M. Yatassaye en lui posant la question de savoir si toutefois vous rejoignez Adam dans sa première réflexion. Est-ce que les jeunes doivent d'abord connaître leurs droits et devoirs avant de parler même d'une quelconque responsabilité? Ok, merci beaucoup, Monsieur Diarra, au nom du Conseil national de la société civile. Et je remercie l'équipe Chérif La TV. Par rapport à votre question, les jeunes sont acteurs du changement. Les jeunes doivent avoir pris connaissance de leurs droits et leurs devoirs et de savoir leur existence. Si ce n'est pas eux, l'État n'existe pas. Quand vous prenez l'État du Mali, majoritairement jeunes, ils sont victimes sur le plan sécuritaire. C'est les jeunes qui sont dans la plupart dans la drogue. Est-ce qu'un jeune qui n'est pas cultivé, un jeune qui n'a pas sa conscience tranquille, ne peut pas être l'avenir de demain? Donc il est temps que les jeunes prennent connaissance de leur rôle et leurs responsabilités que Adam vient de dire, de savoir que c'est eux l'avenir de demain. Ce n'est pas aux vieux qui vont faire l'avenir du pays. Les vieux n'ont plus d'espérance, leur espérance c'est derrière eux. Ce n'est plus d'avant. Les jeunes doivent servir des bons exemples, construire le pays. Sur le plan sécuritaire que vous venez de dire, 1. Les jeunes sont enrôlés par rapport au trafic. Ils sont aussi enrôlés par rapport au terrorisme, ce qui a trait la disparition de ces différentes localités, parce qu'ils n'ont pas eu la conscience requise pour pouvoir dire non à ces trafics, à ces gens malveillants qui viennent les voir. Mais il y a d'autres aussi jeunes qui sont enrôlés par de force. Il faut reconnaître. Ils sont enrôlés par de force pour pouvoir leur survie dans leurs différentes localités. S'ils n'ont pas avec eux, donc ça va empêcher leur vie. Aujourd'hui, votre question tellement important par rapport aux jeunes, le rôle du jeune dans les instances de décision. Aujourd'hui, le Mali a prouvé qu'il peut compter sur des jeunes, mais des jeunes responsables, des jeunes conscients qui savent leur devoir, leur devoir moral et civique par rapport à l'État. Voilà. Absolument. Alors, vous avez touché du doigt un phénomène parlant de l'enrôlement. On va y revenir largement dans cette émission. Mais avant, faisons réagir, messieurs, si par rapport à cette même problématique de la responsabilité, finalement, des jeunes dans cette crise multiforme. Partagez-vous le même avis, le même point de vue que vos prédécesseurs? Ça va y aller, ça va y aller. Donc, je salue tout le monde, tous ceux qui ont accepté de venir, qui sont là, et tous ceux qui nous regardent aussi. Chérif là, c'est ma famille. Je leur dis bonjour. En fait, personnellement, je pense que quant à la conscience, à la prise de conscience,
je crois que les jeunes ont pris conscience. Parce que lorsqu'on essaie de faire une comparaison entre les années 60 à 70, 80 à aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les jeunes, ils ont les uns aux autres plus accès. On a plus accès les uns aux autres. Voilà, on arrive à savoir plus facilement. Donc du coup, on arrive à s'instruire, à se donner des informations, à partager les informations. Quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, il peut passer l'information plus rapidement avec quelqu'un d'autre, etc. Donc ça permet évidemment d'éveiller les consciences. Raison pour laquelle, dernièrement, il y a eu ces mouvements jamais vus au Mali, des rassemblements incroyables, parce que les jeunes, ils arrivent à se donner des informations assez rapidement. Donc il y a une prise de conscience quelque part qui est là, avec même l'actualité qui est là. Tout de suite, vous verrez qu'il suffit seulement que quelqu'un soit peut-être interpellé ou injustement interpellé, si on peut le dire comme ça. Vous verrez que les jeunes, ils se passent des informations, il y a des spécialistes en droit, en ceci, cela. Et du coup, il y a une mobilisation qui est là. Et voilà. Donc, je crois que déjà, par rapport à la conscience, les jeunes, ils ont pris conscience. Mais moi, personnellement, je pense que la jeunesse, c'est deux choses. C'est d'abord l'éducation. L'éducation. Aujourd'hui, lorsqu'on prend l'Institut national de la statistique du Mali, on dit, les derniers points qu'on a, les derniers éléments qu'on a depuis 2017, on dit qu'on a à peu près, les jeunes de 15 ans sont à peu près à un peu moins de 50%. Donc quand on monte à 30, 35 ans, 40 ans, on voit que la population malienne, elle est plus jeune que vieillissante. Donc du coup, on voit que cette jeunesse, elle a besoin d'être éduquée. En grande partie, c'est ça. Il faut l'éducation. Avant quoi que ce soit, il faut d'abord l'éducation. Il faut que les jeunes puissent savoir quoi faire. Il faut qu'ils étudient les différentes matières. Et c'est à partir de l'éducation que tout se construit. Tout ce que tu fais, toutes les connaissances que tu as, la plupart, c'est sur l'éducation que ça se greffe. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut d'abord s'axer sur l'éducation d'abord. Il faut que les jeunes puissent être instruits, c'est important. Deuxièmement, c'est l'engagement politique. Peut-être que beaucoup de gens ne seront pas de cet avis-là, mais j'ai quand même bien réfléchi avant de dire cela. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent « Non, attendez, je ne m'engage pas politiquement, ça ne m'intéresse pas du tout, les politiciens, on les traite de tous les noms. » Mais pourtant, c'est eux qui règlent les problèmes. C'est eux qui sont, en fait, au poste, en fait, les différents postes en fait, qui permettent de régler les problèmes. Ceux qui se désengagent, par finir, ils verront que leurs problèmes seront réglés par ceux qui n'ont pas lâché l'affaire. Vous voyez. Donc c'est important que la jeunesse, au lieu de s'asseoir comme ça, croiser les bras, s'engage politiquement pour la construction de leur pays. Il faut construire notre commune, s'intéresser à notre commune. Si aujourd'hui il n'y a pas de caniveau, au lieu d'aller réclamer cela à qui que ce soit, intéresse-toi déjà à cela, rentre, vois comment tu peux faire pour intégrer ta commune, essaie de voir ce que tu peux faire, la contribution, ta contribution. Donc moi, je vois cela sur deux axes, l'éducation et l'engagement de la jeunesse. C'était très important, au lieu de laisser les autres faire et après critiquer. Oui, c'est bien beau de dire ça, monsieur Si, mais est-ce que quand vous parlez de l'éducation, cela ne relèverait pas justement de la compétence des parents? Parce que bon, l'éducation, c'est quelque chose qu'on fait à la base. Oui, c'est-à-dire, il y a les parents, il y a l'État, etc., il y a les collectivités territoriales. C'est-à-dire, oui, mais vous savez, qui doit étudier? C'est le jeune qui doit étudier. C'est lui-même, c'est l'enfant qui est concerné. C'est la jeunesse elle-même qui est concernée. Aujourd'hui, il y a des écoles. Mais il peut y avoir des écoles et que certaines ne veuillent pas aller vers ces écoles-là, que certaines personnes ne veuillent pas étudier. C'est là où je parle quand même de l'éducation. C'est important que les jeunes s'approprient cela. On a vu beaucoup de jeunes au Mali, qui sont jeunes, qui ont grandi ici, qui ont tout fait ici au Mali, dans les mêmes écoles que tout le monde ici, et ils sont excellents. Ils sont brillants. Donc du coup, il faut que la jeunesse s'oriente vers l'éducation, vers les écoles, et qu'elle apprenne, qu'elle ne triche pas, qu'elle travaille sérieusement. Vous voyez? Et sur cette éducation maintenant, sur cette éducation va se greffer maintenant le reste. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, avant de vous donner la parole, monsieur Yatassaye, je voudrais faire réagir le président du CNJ par rapport à cet aspect, à cet autre aspect de la chose. Notre pays reste en proie justement à des attaques sanglantes terroristes qui font craindre une progression justement de la spirale de violence jusque dans la capitale. Je dis bien jusque dans la capitale, ça fait craindre. Alors, quelle
quelles sont les actions entreprises par les jeunes? Parce que vous êtes à la tête d'une structure fêtière quand même. Hein. Les actions entreprises par les jeunes pour juguler la crise avant qu'il ne soit trop tard. Ok, avant de répondre à cette question, je voudrais juste répondre. Appuyer pas appuyer, mais pas appuyer, d'accord. Parce qu'il dit qu'il pense qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse, mais il faut aller vers l'éducation, à travers surtout une prise de conscience et dans l'auto-formation et aussi dans la conviction de prendre le pouvoir, c'est-à-dire s'intéresser à la chose politique. C'est là où il me revient, parce que moi, quand je dis qu'il n'y a pas une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mobiliser les gens, remplir les rues de Bamako, contester sans vouloir proposer, ou chaque fois mobiliser les gens à l'initiative encore de ces mêmes aînés qui s'auto-attaquent depuis 2012. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience que nous attendons de notre jeunesse, c'est que des initiatives jeunes puissent être soutenues par les jeunes. Aujourd'hui, je ne croirais pas que quand Adam Dicko fait un appel à la jeunesse, qu'on ait les mêmes mobilisations que les mobilisations dont vous faites allusion. Parce que les jeunes, entre nous-mêmes, on n'est pas solidaires, on n'est pas prêt à un changement pour notre jeunesse, mais on est prêt à changer à l'appel des autres. C'est pourquoi j'ai dit il faudra que nous nous intéressions à la chose et que nous comprenions d'abord l'enjeu et que nous nous engageons dans le changement avec la jeunesse au cœur, au début, au milieu et à la fin du processus de changement dans notre pays. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que vous parlez de la spirale. Quand on parle d'une spirale, je pense que ça, c'est déjà un noyau qu'on peut considérer la spirale comme une vie qui est là, entourée de plusieurs choses. Donc, en termes de sécurité, aujourd'hui, quand vous regardez la spirale au niveau de la sécurité, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord les forces de sécurité, c'est les communautés, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les voisins, c'est tout le monde. Donc aujourd'hui, moi je pense que le problème sécuritaire au Mali ne peut pas être réglé tant qu'on ne règle pas le problème de chômage des jeunes, tant qu'on ne règle pas la justice sociale au sein des communautés, tant que l'État n'est pas présent auprès des communautés, je pense que c'est des questions qu'il faut régler, quoi. Parce que la sécurité, l'insécurité aujourd'hui n'est pas seulement intercommunautaire, n'est pas seulement terroriste, n'est pas rebelle. L'insécurité, c'est la gouvernance dans notre pays. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit comprendre cela, les partenaires qui aident le Mali doivent comprendre cela, et les communautés, les jeunes que nous sommes, doivent avoir cette prise de conscience pour quand même ensemble qu'on ait une synergie pour régler ces mots-là. Parce que la question du chômage fait aujourd'hui que la plupart des jeunes, ils sont vulnérables à des recrutements. Vous avez parlé d'enrôlement, des recrutements au niveau des groupes armés, des contestations. Aujourd'hui, moi je vous dirais, il n'y a pas une initiative contre l'État qui n'a pas une adhésion populaire. Donc à ce niveau, ce n'est pas une question vraiment d'homme, c'est une question même de système aujourd'hui et que les gens doivent comprendre. Et cette gouvernance, moi je pense qu'elle va de pair avec la sécurité. Parce que la sécurité va avec une paix positive. Et au Mali, dans la plupart des pays africains, nous nous contentons que la paix négative. La paix négative n'est d'autre chose que la stabilité des institutions, mais le citoyen lambda est naturellement inquiet dans sa case. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut rassurer les Maliens au plus profond du Mali. Il faut garantir l'accès à l'eau, à l'éducation dont il fait allusion, à l'emploi des jeunes, et il faut garantir la sécurité humaine, j'allais dire tout simplement, pour que les gens puissent réellement être en sécurité. Parce qu'il y a une guerre contre le terrorisme, une guerre intercommunautaire, une guerre civile, voire même un génocide dont beaucoup veulent faire adhésion à Ogosago, c'est une guerre asymétrique. Et une guerre asymétrique est non conventionnelle. Et je pense que c'est l'individu même qui doit être au cœur de cette guerre-là. Pas seulement ceux qui détiennent des armes, mais ceux qui les aident avec les informations, qui les louent les voitures, qui conduisent la voiture des terroristes en tant que chauffeur, parce qu'il a son pain dans ce métier-là que l'État n'arrive pas à lui donner. Donc c'est pourquoi il faudra prendre tout ça en compte pour qu'on puisse réellement aller
à une solution définitive et éviter que le Mali soit une proie. Parce qu'aujourd'hui, la menace du Mali, c'est qu'on va rentrer dans une guerre conventionnelle. Moi, je suis Niger, je suis Mauritanie, je suis Burkina. Je ne peux pas quand même que l'instabilité malienne, la non-responsabilité de l'exécutif malien, malienne me permet quand même que mes frontières soient déstabilisées et que je sois aussi proie de ces terroristes-là par l'irresponsabilité d'un autre État. Donc si on ne se fait pas attention, les autres États peuvent aussi attaquer le pays. Oui, bon, vous parlez de guerre conventionnelle, que Dieu nous en garde, que Dieu nous en préserve, on ne souhaite pas en arriver là. On parle encore de guerre asymétrique, comme vous l'avez dit. Moi, je parle plutôt d'actions, mais vraiment concrètes, d'actions citoyennes, où je serais plutôt tenté de me tourner vers Madame pour nous donner quelques réponses à cette question. Oui, effectivement, le Mali, on vit la crise. Je pense que tous les Maliens vivent cette crise-là au plus profond de lui. Alors, depuis un certain temps, la crise malienne s'est beaucoup accentuée dans le centre du Mali. On ne dirait pas que la crise s'est délocalisée, mais je pense qu'il y a eu une expansion de la crise vers le centre. Et quand on a vu qu'il y a quand même un risque que la crise au niveau du centre devienne une crise intercommunautaire à JICAD, on a mené des actions. Tout d'abord, on a fait des camps qui réunissent les jeunes. Donc on a fait un camp à Ségou et un camp à Mopti, parce qu'aujourd'hui ces deux régions sont gravement touchées par cette crise de terrorisme, mais aussi des guerres intercommunautaires. Donc nous avons fait venir les jeunes des communes qui sont touchées, pas toutes les communes, mais les communes qui sont assez touchées. Les communes telles que Tenenkou, telles que Youarou, Djenné, les plus exposés, voilà, Bankas, Badiangara et tout. Donc nous avons fait venir les jeunes. On a fait un camp d'abord à Ségou. On a réuni 100 jeunes des communes touchées de Ségou. Voilà ce qui est intéressant. Et pendant 4 jours, nous avons parlé de paix, de cohésion sociale, mais aussi de la responsabilité des jeunes dans cette crise-là. Alors nous avons fait venir des chefs de quartier, des chefs de village, des imams, pour qu'ils viennent nous dire avant comment ils vivaient ensemble. Pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent plus à vivre ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été cassé? Et quel doit être le rôle des jeunes aujourd'hui pour qu'on puisse revenir à cette cohésion sociale qu'on avait tant, à cette vie tant enviée par les autres qui disaient qu'au Mali, il y a plusieurs communautés, mais on ne le sent pas. Donc, on a fait ces débats avec eux, on a parlé de l'accord pour la paix, de la réconciliation et quel peut être notre rôle. Et on est sorti de ça avec des recommandations où chaque jeune s'est engagé dans sa communauté d'amener les gens, de faire un genre des arbres à palabres, d'amener tout le monde, on discute avec les imams, s'il y a les prêtres, avec les chefs de village, pour qu'ensemble les gens puissent décider désormais voici ce que nous n'acceptons plus, désormais voici ce que nous allons faire. Et nous avons fait la même chose aussi à Mopti, et pendant ces camps-là, nous faisons venir les autorités, notamment les gouverneurs, les préfets, pour qu'ils viennent discuter avec les jeunes, qu'ils entendent ce que les jeunes ont à leur reprocher, ce que les jeunes ont à leur dire. Parce que nous avons senti qu'il y a un véritable décalage entre les citoyens et les institutions, surtout au niveau des villages, où c'est pas évident pour un jeune d'un village de dire que je suis aujourd'hui en face du gouverneur de Mopti. Je peux lui poser des questions par rapport aux attaques qui ont eu lieu dans mon village. Je peux lui poser des questions par rapport à mon oncle qui a été tué ou à mon oncle qui est incarcéré alors qu'il n'est pas terroriste, et ainsi de suite. Donc, devant tout le monde, des fois, il y a le gouverneur qui prend son téléphone, qui appelle pour demander une telle situation. Il paraît que c'est comme ça. Est-ce que je peux avoir des informations, ainsi de suite. Donc, le gouverneur de Ségou, quand même, a pu gérer à peu près 30 cas comme ça. Les gens qui étaient là, qui ont appelé, où il y a un village qui est carrément encerclé. Ils ne peuvent pas avoir de nourriture. Ils ont envoyé un hélicoptère qui ne pouvait pas descendre, bien sûr, mais quand même qui les a envoyés des vivres. Donc, voici un peu quelques actions que nous avons faites. Aussi, nous avons lancé une campagne qui s'appelle Batrou Inagoto. C'est une phrase composée de deux langues, Peul et puis Dogon, qui veut dire nous sommes même mère et même père. Donc nous avons fait des t-shirts, une campagne aussi pour dire aux gens qu'aujourd'hui il n'y a pas de conflit entre les Peul et les Dogon. Oui, absolument, les Peul et les Dogon sont du même père, sont du même mère. Nous sommes tous le Mali et le Mali nous appartient tous. On doit se donner la main pour sortir de cette crise. Nous avons aussi initié des dialogues nocturnes avec les déplacés qui sont à Bamako aujourd'hui. Donc nous partons les voir pour discuter avec eux, ne serait-ce que pour écouter leurs problèmes et voir en
notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des personnes qu'on peut contacter qui peuvent les aider, ainsi de suite. Donc voici à peu près quelques actions que AGICAD est en train de mener par rapport à la crise. Mais juste pour rappeler que la gestion de la crise revient qu'à l'État. Au fait, nous, toutes les actions qu'on mène, on est obligé de nous retourner vers l'État. Parce qu'il y a certaines communautés, on ne peut pas aller là-bas pour mettre les communautés ensemble ou mettre les communautés avec les forces de défense pour qu'ils discutent. Aujourd'hui, il y a une véritable défiance entre les populations et les forces de défense. Aujourd'hui, vous partez au centre, toutes les personnes que vous rencontrez, ils se plaignent des djihadistes, c'est vrai, ils se plaignent des dozos, c'est vrai, mais ils se plaignent surtout de l'armée malienne. Et c'est ça le véritable problème. Parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Ils ont peur de dénoncer les... Ils connaissent les terroristes passent par eux. Ils les connaissent, ils les voient, mais ils ont peur de les dénoncer auprès des forces de défense. Parce qu'ils les dénoncent aujourd'hui, le lendemain, les forces de défense quittent, les djihadistes viennent pour les prendre. Il n'y a aucun système de protection des témoins aujourd'hui au centre. Et c'est ce que nous déplorons un peu. Et nous avons interpellé l'État par rapport à ça. Pour qu'il y ait un véritable système qui protège les témoins, qui vont venir vous dire, les djihadistes, ils sont là-bas, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Mais s'il n'y a pas ça, les gens ont peur. Parce qu'après le départ des forces de défense, les djihadistes viennent. Toute personne qui a eu contact avec les forces de défense, ou même toute personne qui a donné de l'eau aux forces de défense, il les égorge au vu aussi de tout le monde. Si on égorge quelqu'un devant moi parce qu'il a parlé avec un soldat, vous pensez que moi je vais encore aller discuter avec les soldats? Je ne peux pas. Il y a ce problème. Ajoutez à ça aussi l'amalgame qui fait que toute personne qui parle Peul ou qui a un peu l'accoutrement Peul est un présumé djihadiste ou est ça. Donc du coup il y a tout ça et malheureusement la jeunesse est prise au piège, il faut le dire. Donc, à ce niveau, on ne peut pas parler des responsabilités de jeunes. Moi, je pense qu'on doit plutôt parler des responsabilités de l'État pour permettre à la jeunesse de pouvoir jouer son rôle, de pouvoir se développer, de pouvoir accéder à des instances de prise de décision, de pouvoir participer au développement du pays. Tout à fait. Voilà de très belles actions citoyennes, de très belles actions citoyennes. Alors, moi, j'ai presque envie de vous demander si toutefois il y a des mesures d'accompagnement de la part justement des autorités, parce que prendre de telles initiatives, cela sous-entendrait que l'État peut-être mettre à votre disposition des agents pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre initiative. Est-ce que cela a été fait? Alors, je suis vraiment tentée de vous dire oui, mais malheureusement, je ne peux pas. Parce que tel n'est pas le cas. En fait, nous avons l'accompagnement de l'État juste par rapport pour sécuriser un peu l'initiative. Le jour où on le fait, de nous donner quelques agents et tout. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autres accompagnements de l'État. Il n'y a pas d'autres accompagnements de l'État. Et c'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est bien dommage. Alors, M. Yatassaï qui voudrait réagir. Oui, en fait, c'était par rapport à Ousmane, à M. Suleiman Satiri Sidibé. Oui. Au fait, l'État a l'obligation d'éduquer ses enfants. Oui. L'État a l'obligation de soigner ses enfants. L'État a l'obligation de sécuriser ses citoyens. Mais quand vous dites que l'État a l'obligation, pardon, M. Yatassaï, l'éducation, comme je l'ai dit, parce que là, c'est un droit. Ça commence par la famille. Non, c'est un droit. L'éducation, c'est un droit fondamental sur l'État. Oui, au niveau de l'État. Oui, mais déjà, quand vous disiez enfant, ça commence par la famille. Non, donc ça commence par l'État. D'accord. Voilà. Ça commence par l'État. Vous savez, la constitution malienne exige vraiment l'éducation des citoyens à l'État. Et la même constitution oblige l'État à sécuriser ses citoyens. Par rapport au Conseil, le Conseil national de la société civile, dans l'article 46 du chapitre de l'accord de paix, et nous sommes là à œuvrer comment revaloriser les rôles des autorités traditionnelles en complémentarité avec les jeunes. Parce qu'il faut savoir dans quelle localité l'État n'y est pas, quelle autorité est là, comment il peut travailler avec ces jeunes pour avoir la stabilité dans ces différentes localités. Parce que quand vous prenez le Mali, on sait que vraiment ce n'est pas le deux tiers du Mali, l'administration n'y est plus. Donc, qui règne maintenant l'acteur, quel acteur joue ce rôle? C'est les jeunes de la localité. Et les vieux, les imams, les chefs de quartier qui jouent. L'État n'a même pas de politique pour pouvoir faire une politique de proximité pour sécuriser même ces localités. Donc, quand vous disiez par rapport aux responsabilités de l'État, des jeunes, il faut faire juste un petit rappel.
depuis que le temps que le Mali a été créé, le Mali a existé, les jeunes ont tout le temps montré leur bravoure. Le président Moussa Traoré, à son temps, du moment de l'arrivée au pouvoir, il n'avait que 32 ans. Donc, les jeunes ont tellement montré leur expérience, leur volonté de faire, mais c'est les gens qui ne changent pas. On doit avoir une institution forte que d'avoir vraiment d'hommes forts. Oui, comme on le dit, voilà, comme parce Barack que Obama même l'a dit. Non, c'est pas question. Ça fait objet de contestation. Non, c'est. D'accord. Alors, rapidement, monsieur Si. Oui, monsieur Si. C'est vraiment pertinent, monsieur Diarra. Oui. Quand il faut vraiment insister que c'est l'État qui a le devoir d'éduquer vraiment. On n'a pas contesté cela. Mais moi, je dis... Non, c'est un droit régalien. Oui, c'est un droit régalien, on est tous d'accord là-dessus. Donc, comme ça, vraiment, d'accord. Dans les droits économiques, socioculturels. Par la famille aussi, monsieur Si. Voilà. Est-ce que vous partagez le point de vue de monsieur Yatassaye? En fait, je pense que l'éducation n'est pas à un seul niveau. Il y a évidemment l'éducation à la maison, mais c'est clair. Il y a l'éducation dans la rue, par les voisins. Il y a l'éducation, comme il a si bien dit, qui est consignée dans la Constitution du Mali. Voilà, donc vous dites la même chose. Je crois qu'on peut peut-être passer ça. Quoi. Oui, absolument. Oui. Je voudrais vous faire réagir par rapport à ces attaques sanglantes qui font craindre une progression justement jusque dans la capitale. Quoi. Parce que dans certains endroits, surtout périphériques, on constate vraiment des dégâts. Monsieur Diarra, il faut le dire, il n'y a pas d'État, dans une très grande partie du Mali. Il n'y a pas d'État depuis le coup d'État de 2012. Il n'y a pas d'État. Et les représentants de l'État ont déserté les lieux depuis 2012 à aujourd'hui. Les populations sont restées à elles-mêmes. Elles sont restées là-bas. Parce qu'elles ne peuvent pas quitter les lieux. Elles n'ont pas d'endroit où aller. Elles sont là-bas. Elles sont restées sur leur terroir comme ça. L'État a déserté. Lorsque l'État déserte, tous les symboles de l'État, la magistrature, les juges, les tribunaux, les préfets, les commandants et tout ceci, ils ont tous pris leur bagage et sont rentrés sur Bamako pratiquement. Voilà. Donc ces populations maintenant, elles sont restées à elles-mêmes et elles doivent essayer maintenant de jouer le rôle de l'État. D'accord. Et qui joue le rôle de l'État maintenant là-bas? On a vu que ces soi-disant djihadistes, même si on n'aime pas le terme djihadiste, on dirait que c'est des terroristes. Voilà, c'est des terroristes. En fait, on les qualifie les hommes armés, je ne sais pas quoi. Donc, ils sont là et c'est eux qui jouent le rôle de l'État maintenant. C'est eux qui font la loi. C'est eux qui essaient de réglementer, de régler les problèmes entre les populations. Donc, il y a des gens qui adhèrent. Il y a des gens qui adhèrent. Il y en a qui ne sont pas contents, qui n'y adhèrent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à séduire certaines personnes. Il y a des gens qui les séduisent. Lorsque vous allez à Douanza, après Douanza, vous avancez un petit peu, vous allez voir, monsieur Diarra, je ne sais pas si vous avez été dans ces zones-là, mais il y a une très grande misère, avant même le coup d'État de 2012. Il y a une très, très grande misère dans ces endroits-là. Mais une très grande misère, une très grande précarité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui sont dans une très grande précarité, lorsqu'elles ont en face d'elles des gens qui leur proposent des billets, leur disent non, écoutez, suivez-nous, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Donc, on leur miroite, c'est-à-dire un avenir. Ils s'accrochent à cet espoir-là et ils deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, l'État a déserté les lieux. Donc, maintenant, le problème se déplace. Le problème, on sait qu'il y a une partie du Nord où il y a ces terroristes qui sont là, mais en 2012, il y avait des cellules qui étaient là, les cellules endormies qui étaient dans le centre du Mali, et notamment les Amadou Koufa, etc. Voilà, ouais. Donc, ils étaient là depuis 2012. Ils se sont donné la main. Amadou Koufa a prêté allégeance à ces terroristes qui étaient dans le nord du Mali. Il leur a prêté allégeance. Donc du coup, voilà, le centre du Mali aussi s'est embrasé. Et puisque l'État déserte à chaque fois, comme ma soeur l'a si bien dit, donc il y a l'armée qui n'est même pratiquement plus aimée de certaines partie de la population. Je crois que c'est ça qu'elle a dit, hein. Je ne sais pas, je l'ai écouté. C'est parce que l'armée, on lui jette des cailloux, et puis on lui reproche de ne pas intervenir à temps. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont cumulés. Mais en fait, ce que moi je voulais dire... Cela explique justement la défaillance. Voilà. Il y a un chaos général. De défense et de sécurité, oui. Voilà, il y a un chaos général. Et il faut que franchement les Maliens se donnent la main pour essayer de se relever. Oui. Sinon...
D'où la nécessité pour nous justement d'en débattre ici, parce que bon, c'est bien beau d'appeler les gens, mais c'est bien beau de leur demander des solutions aussi, l'oisiveté, notamment le chômage justement. Non, on a des solutions. Le taux de chômage élevé, ont-ils ces deux facteurs? Ont-ils des répercussions? Ont-ils des répercussions directes sur l'enrôlement des jeunes, comme vous l'avez dit, dans des groupes d'autodéfense, M. Sidibé? Oui, je m'en voudrais si je ne vous cite pas quelques actions que nous avons menées aussi au sein du Conseil national. À l'image il faut citer. De l'ASCAD, parce que vous avez posé la question. Oui, non, parce que vous avez compris que quand Agicad a commencé par citer... Oui. Il faut citer. Attends, c'est ça la question. Ça a été posé. Mais c'est ça, justement. Tout le monde est d'accord. Vous allez me comprendre. J'ai dit, vous avez compris. Quand elle a commencé, quand elle a fini de citer les actions, elle a fait une analyse de la situation. D'accord. Moi, j'avais commencé par l'analyse, mais il fallait vous laisser continuer pour citer les actions. C'est tout simplement pour vous dire que... Il n'est jamais trop tard pour bien faire, M. Sidibé. On y va. On y va. C'est-à-dire, à beau mener des actions, faire des... Si on ne touche pas du doigt le problème réel, la source du problème, et on va continuer à mener que des actions pour mener. Donc c'est pourquoi il fallait comprendre cette situation. Sinon, moi je ne peux même pas citer les actions que nous avons menées, toutes les actions que nous avons menées dans ce sens-là. Depuis la transition, nous avons mobilisé toute la jeunesse malienne à travers le projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, contribution de la jeunesse à l'effort de guerre, qu'on l'appelait en langue nationale projet d'émission du Europe. Nous avons mobilisé 100 000 poches de sang. Les hôpitaux ont refusé du sang pendant la transition. C'était un projet du Conseil national de la jeunesse, appuyé par la Direction nationale de la jeunesse. Et nous avons mobilisé 100 millions de francs CFA. Surtout le comité AM, à travers les élèves et étudiants, ont beaucoup contribué. Il y avait une contribution de 1000 francs par élève et par jeune. Je pense que pendant la transition, nous avons fait ça. C'est ce qui a même fait que les partenaires ont exigé la participation de la société, y compris les jeunes, dans le pourparlers. Moi, j'étais le représentant des jeunes à Alger. Et après la signature de l'accord, nous avons sillonné tout le Mali pour faire la restitution de l'accord. Et nous avons été la première structure en dehors des agences des Nations Unies à bénéficier, pas seulement en Afrique ou au Mali, dans le monde entier, le fonds PBF que les Nations Unies ont accepté d'ouvrir aux ONG en dehors des agences. Le CNJ vient de boucler ce projet-là qui nous a permis aussi d'entretenir 36 médiateurs qui sont dans 36 communes et très sensibles à l'extrémisme et autres. On a formé 100 médiateurs pour la paix avec l'ambassade des États-Unis. Il y a beaucoup d'activités IMO que nous menons, mais c'est tout simplement pour vous dire que les jeunes font beaucoup de choses en termes d'activités, les associations, les communautés, mais ces activités-là, ils contribuent à stabiliser la situation un moment, mais ne garantissent pas du tout la sécurité. Donc ce qu'elle a dit, moi j'étais à Alger, et un moment on m'a demandé de quitter la salle. Les gens disaient que je ne suis pas société civile, j'étais journaliste. Parce que tout simplement, la délégation des jeunes de Kidal me donnait toutes les informations, et les groupes armés étaient étonnés de me voir dire certaines choses. Mais les jeunes m'ont dit, Sidibé, c'est toi qui peux le dire. Sinon si moi je le dis, arrivé à Kidal, ils vont me dire, comme tu es au Mali, tu prends tes bagages, tu vas au Mali. Donc personne ne peut garantir leur sécurité. Et jusque là, c'est dans beaucoup d'endroits, comme elle a dit. Si on doit contribuer à combattre le terrorisme et qu'on n'a personne pour nous sécuriser, je pense qu'il n'y a pas d'autre. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit, les jeunes mènent beaucoup d'actions, mais aujourd'hui, l'État doit comprendre. Et la médiation, l'amunissement, leur rôle doivent être encore plus clairs, quoi. C'est-à-dire, ils sont là, on connaît le mandat d'une mission de paix, mais aujourd'hui, la situation que nous vivons au Mali nécessite quand même une révision pour un mandat robuste de l'amunissement. Et la Barkhane qui est là, aujourd'hui le Mali, et la France a été ici applaudie au Mali et comme sauveur de notre République, mais aujourd'hui les soldats, que ce soit français, maliens ou Nations Unies, ils deviennent plus d'une source d'insécurité que de sécurité. Les communautés ont même peur que les militaires viennent chez nous parce que c'est eux qui nous amènent les terroristes. Vous voyez, c'est là où il y a les porteurs d'uniformes, où on a beaucoup d'attaques, et on les attaque, on attaque les populations civiles. Donc aujourd'hui, si tous ceux-ci doivent constituer l'insécurité, on s'est dit qui va finalement sécuriser les communautés, et les communautés, soit par question de survie, ou par même question de sécurité, vont rejoindre ces groupes-là. Mais monsieur Sidibé, on est très heureux de vous avoir ici sur ce plateau, parce que vous êtes à la tête d'une structure qui est considérée comme étant l'interface entre justement
a l'État et la jeunesse, hein, si je ne m'abuse. Hein. Oui. Voilà, le CNJ joue-t-il suffisamment son rôle de sensibilisation des jeunes pour une participation effective dans le processus de dialogue avec les institutions de la République pour une sortie de crise? Oui, le CNJ, qui est le Conseil national de la jeunesse du Mali, nous organisons beaucoup d'activités pour permettre cela. Et nous avons même initié un projet avec l'État qu'on appelle la jeunesse à l'école des institutions de la République. Je pense que le président de la République a même lancé avec l'ensemble des présidents d'institutions ce projet-là. Mais le problème, comme elle a dit au Mali, malheureusement, le CNJ en ce moment-là est encore beaucoup plus détesté par beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas. Pourquoi justement? C'est ce qui peut paraître paradoxal. C'est ce que j'allais dire. Tout simplement parce que notre rôle est très méconnu par cette jeunesse-là. Nous avons un rôle consultatif, un rôle de plaidoyer, un rôle de lobbying. Mais malheureusement, notre interlocuteur qui est l'État ne nous écoute pas. On n'est pas écouté par l'État. Et les jeunes, malheureusement, on fait beaucoup de campagnes et d'information, de sensibilisation auprès de ces jeunes-là. Mais le problème, comme je l'ai dit, moi on m'a posé une question en France, quelle est la solution pour notre jeunesse? J'ai dit notre jeunesse, moi j'ai la proposition de solution mais je ne sais pas comment l'appliquer. On m'a dit comment, j'ai dit c'est comme si j'ai un ordinateur, je clique sur formater, on formate tout et on reprend. Et cette question nous renvoie à l'éducation familiale, ça nous renvoie à l'éducation au niveau de l'école, ça nous renvoie à l'éducation même au niveau de la communauté. Aujourd'hui, moi je ne peux pas toucher à l'enfant de mon voisin, alors que je peux, mon professeur il ne peut pas toucher, il peut pas me toucher, parce que tout simplement, c'est des choses aujourd'hui qui font que la société elle-même elle est défaillante, quoi. C'est-à-dire les parents sont vis-à-vis défaillants des enfants, l'État est vis-à-vis défaillant des communautés, et malheureusement la politique malienne, tous les partis politiques sont devenus des groupements d'intérêt économique, la société civile la même chose. Donc aujourd'hui, comme je le dis, comme on doit parler la chose en Bambara, le Mali est devenu en langue nationale Tanyini Bougou, où chacun il se bat pour avoir son pain. Donc on ne peut pas se dire la vérité. Monsieur Sidibé, justement, on va faire réagir les autres. Pardonnez-moi, monsieur Yatassaye. On va faire réagir madame Adam Diko. Devrions-nous avoir confiance véritablement au CNJ ou doit-on plutôt le craindre? J'ai envie de dire. Alors, je crois que j'attendais la réponse de Satigui par rapport à une question, mais malheureusement qui n'a pas été répondue, notamment pourquoi le rôle... En fait, moi, je connais très bien Satigui et moi, je le dis souvent que le CNJ doit beaucoup plus communiquer sur son rôle. Donc, il y a un déficit de communication carrément, alors. Ça, je crois que ça, c'est pas ça. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Il y a clairement ça. Et ça n'a pas commencé avec lui, son mandat. Ça a toujours été le cas. En fait, aujourd'hui, pour la plupart des jeunes Maliens, le CNJ, c'est la suite logique de l'AM. Tu quittes l'AM, tu viens au niveau du CNJ et voilà, tu continues. Donc la plupart des gens aussi voient le CNJ comme un instrument. Et malheureusement, la communication du CNJ ne démontre pas le contraire en fait. Il y a vraiment un véritable problème de communication pour que les jeunes puissent connaître c'est quoi le CNJ. Aujourd'hui, vous allez sortir dans la rue. Ce n'est pas que les gens détestent le CNJ. Les gens ne connaissent pas le CNJ. Je crois qu'il y a une différence parce que vous allez sortir aujourd'hui, vous demandez aux gens c'est quoi à beaucoup de jeunes, vous pouvez faire l'exercice, vous demandez aux gens c'est quoi le CNJ, ils ne connaissent pas, la jeunesse ils ne connaissent pas, même ceux qui ont été à l'école ils ne connaissent pas le CNJ. Alors je dirais ceux qui détestent le CNJ, c'est ceux qui connaissent le CNJ mais qui trouvent que le CNJ ne joue pas son rôle. C'est là sont vraiment minoritaires par rapport à la couche qui ne connaît même pas l'existence du CNJ. Donc je crois que le CNJ doit beaucoup plus communiquer sur ça et être beaucoup plus agressif dans ses actions de plaidoyer et de lobby. Parce que quand on fait des actions de plaidoyer, on doit chercher des alliés. L'allié, ce n'est pas celui à qui tu fais le plaidoyer, mais l'allié, c'est celui qui t'accompagne pour faire le plaidoyer. Aujourd'hui, pour faire bouger les choses, il faut qu'on sente que derrière vous, il y a quelque chose. Mais si vous portez un projet et que derrière vous, les gens sont là pour dire du mal de vous, si ça ne marche pas. C'est ce qui fait échouer le plaidoyer. Donc du coup, les initiatives sont là, les idées sont là, mais tant qu'il n'y a pas un véritable accompagnement de la jeunesse auprès de... Ça ne va pas. Aujourd'hui, si je prends un exemple, si RH Bass prend une initiative tout de suite,
ça fait trembler les institutions. Pourquoi? Parce qu'ils savent que derrière lui, il y a les gens. S'ils demandent aux gens de sortir, ils vont sortir. Bon, le CNJ doit être beaucoup plus que ça. Au-dessus. Le CNJ doit aller au-delà. Le CNJ doit être la troisième force politique aujourd'hui au Mali. C'est-à-dire qu'après le président de la République, après le président de l'Assemblée nationale, le CNJ doit être une troisième force politique. Parce que 75% de la population a moins de 35 ans. Donc la couche qui représente, la structure qui représente cette couche doit être une structure... Une institution forte, forte, on a envie de dire. Voilà, forte, connue et surtout influente. D'accord, monsieur Yatassaye, moi je voudrais vous rassurer sur ce plateau qui a quand même 2 ans. J'ai été amené moi-même à recevoir le prédécesseur de monsieur Sidibé, qui était Mohamed Salia Touré, et qui a profité d'un long temps d'antenne, environ 45 minutes, pour nous expliquer les missions fondamentales assignées au CNJ. Mais jusque-là, je pense que la communication ne porterait pas ses fruits. En fait, au niveau du CNJ, au niveau du CNJ, je pense qu'il y a un déficit de communication. Mais c'est là dû parce que le CNJ a des subventions de l'État. Donc, une fois adossé au dos de l'État, donc le CNJ ne peut pas être... C'est comme la société civile. Hein. C'est comme la société civile. Mais donc, vous représentez... Oui, je représente. C'est comme le conseil de la société civile. Il y a des subventions de l'État dont ceux qui bénéficient, ils ne pourraient pas être plus virulent, plus efficace. Parce que les gens disent le CNJ comme une structure politique. Parce qu'on voit les dirigeants du CNJ qui sont vraiment des colorations politiques, doivent être apolitiques, neutres, comme la société civile doit être neutre et dire oui si c'est oui et dire non aussi si c'est non. Donc, tant que le CNJ n'a pas d'autres partenaires comme l'État qui puissent vraiment le venir en aide, le propulser, parce que force est de reconnaître que vraiment ce n'est pas de faire le procès du CNJ, de fait que le CNJ il a une subvention étatique, donc il est vraiment obligé. Ils sont vraiment souvent obligés de côtoyer un peu l'État, parce qu'on voit que le président du CNJ est souvent avec des hommes politiques, à des scènes qui ne sont pas du tout associatives. Bon, ce qui fait que donc ça change un peu leur mission. Quand vous prenez et juste 2 jeunes, des gens qui font même le jugement du CNJ, et ils vont dire la CNJ a fait ceci, cela. Ils connaissent même, parce que c'est méconnu. C'est quoi le CNJ? Il faut être dedans, il faut être proche du conseil pour pouvoir le connaître. Donc, sans la plupart vraiment des jeunes du Mali ne connaissent pas le CNJ. C'est pareil pour la société civile aussi, qui disent de faire un procès du CNJ. Voilà, ici sur ce plateau, quand bien même que le premier responsable est présent, monsieur Si, à votre avis, qu'est-ce qui bloque fondamentalement? Le CNJ, vous savez, M. Diarra, lorsque, dans la mémoire collective des Maliens, le CNJ n'est pas une structure crédible. Ah, vous rejoignez les 2 autres alors? Non, en fait, non, je dis... c'est-à-dire, c'est vrai que nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour faire le procès du CNJ, certes. Mais lorsqu'on ouvre une petite brèche sur le CNJ, il faut reconnaître que dans la mémoire collective des Maliens, c'est ce que les Maliens dans leur ensemble pensent. Comme mon frère Yatassaye l'a dit, je crois qu'il n'y a pas de débat. Lorsque vous êtes financé par l'État, lorsque l'État vous subventionne, vous donne de l'argent, vous faites ce que l'État veut. C'est comme il vient de le dire. Et moi, j'ai aimé leur franchise aussi. Hein. D'après les infos. J'ai aimé sa franchise. D'après les infos que j'aurais reçues de la part de Mohamed Salia Touré, le CNJ ne reçoit que 400 000 francs par mois. C'est pourquoi il faut me laisser répondre. Non, moi, je suis aussi dans mon rôle de modérateur. C'est-à-dire, l'avocat du CNJ, non, c'est loin de moi aussi de faire l'avocat du diable. Le CNJ reçoit officiellement 400 000 francs de l'État. Allez-y. C'est-à-dire que, voilà, en fait, vous savez, lorsque le CNJ ne communique pas sur ce qui se passe, on vient de parler de communication. Alors, du coup, c'est la désinformation qui prend le dessus. Donc, pour les Maliens, le CNJ est financé par l'État, ainsi que la société civile. Donc, du coup, à chaque fois, lorsque vous vous retrouvez auprès de l'État, on vous voit avec l'État, vous êtes ensemble, vous fuinez partout. Donc, du coup, les gens se disent, ah non, attention, ils ne sont pas corrompus. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il faut le dire, il y a des structures aujourd'hui qui sont
plus puissante que le CNJ, des structures de jeunes. Elle a cité le nom d'une structure qui est là, qui est beaucoup plus puissante que le CNJ. Alors que laquelle, s'il vous plaît? Elle a parlé du CDR. Non, elle a parlé d'un homme, pas d'une structure. Donc, on ne va pas faire un débat sur cela. C'est clair aujourd'hui que le CNJ ne peut pas autant mobiliser que certaines structures de jeunes aujourd'hui. Donc du coup, le CNJ a besoin. Mais je sais que mon frère Satigui, on a compris. Avec lui, peut-être que les choses pourront mieux aller. Oui, on a compris. Et s'il vous plaît, avant d'aborder le second chapitre de l'émission, je vous donne quand même la parole pour réagir par rapport à ces nombreuses, je ne vais pas dire plaintes, mais on sent réellement qu'il y a un problème au niveau du CNJ. Ça aussi, il faut le dire. C'est pique. Réagir à cette pique. Merci beaucoup. Et vous savez, c'est moi qui ai ouvert le débat sur le CNJ. Parce que je sais que chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer les jeunes, il peut peut-être s'attiquer là, on n'en parle pas. C'est pourquoi j'ai dit il y a des jeunes qui détestent le CNJ. Les jeunes qui détestent le CNJ, ce sont vraiment, comme elle l'a dit, les jeunes qui sont dans le mouvement associatif, qui attaquent, qui ont tenté 1000 fois d'être membres du CNJ, qui n'ont pas eu cette chance, qui ont été des candidats malheureux pendant les renouvellements, mais qui ne disent pas la vérité aux autres jeunes sur le fonctionnement du CNJ. Moi, je suis totalement d'accord avec Adam quand elle parle de communication. Le CNJ, c'est la structure aujourd'hui la plus implantée. Déficit de communication, oui, M. Sidibé. Je suis d'accord. Mais ça relève de votre compétence. Je vais en venir. C'est la structure aujourd'hui qui est la mieux implantée au Mali. Il n'y a pas une commune rurale où il n'y a pas un bureau du CNJ. Mais qui le sait? Non, ces jeunes-là le savent dans leur localité. C'est ça le problème au Mali, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas Bamako qui représente le Mali. Le Mali, c'est encore vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. On a 700 et quelques communes. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, il n'y a pas une localité où les structures formelles ne sont pas au courant de l'existence du CNJ, mais peuvent attaquer son fonctionnement ou ils peuvent attaquer son déficit de communication. Mais nous sommes représentés par plan d'action. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'aller dans un endroit au Mali. Et si vous n'avez pas où vous héberger, que je ne peux pas vous envoyer chez un président des jeunes, même les hameaux, les villages profonds. Donc ça c'est la nature des choses. Ça c'est la nature des choses qui fait que les jeunes sont organisés, les femmes sont organisées à ce niveau. Mais là, le problème avec l'État, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous on n'a que 400 000 francs que l'État nous donne par mois. Et les 400 000 peuvent traîner 8 mois, 10 mois. On a 3 secrétaires. Monsieur Sidibé, ça n'a pas évolué parce qu'au moment où Mohamed Salia Touré me disait, ça c'était encore en 2016. Hein. J'ai dit ça n'a jamais évolué. C'est le mandat de M. Salia qui continue. Il a démissionné. J'étais son premier vice-président. Donc ça n'a jamais évolué. L'État ne donne qu'il est ancien membre du CNJ. L'État ne donne que les 400 000. Et le problème n'est pas ça. Même nos initiatives là, l'État n'encourage pas nos initiatives parce qu'on nous empêche même d'être autonomes. Parce que le problème c'est quoi? L'image qu'on donne au CNJ, le fait que le Congrès est présidé par un ministre de la République, le fait que l'État nous donne quand même un siège. Les partenaires même pensent que c'est une structure à rattacher à l'État. Oui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous, grâce à notre bureau aujourd'hui, nous parvenons, le fonds du PBF que nous avons mobilisé, c'est 800 000 $. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres programmes que nous sommes en train de mener avec d'autres structures même, comme AGICAD et autres, pour aller vers les partenaires. Mais les anciens du CNJ aussi n'avaient pas ce réflexe-là, pensaient pouvoir aller vers les autres partenaires. On pensait que l'État devait tout faire, mais ça n'a jamais été le cas. Donc moi, ce que je peux dire à la jeunesse malienne, c'est que rapidement, nous avons une structure, et le CNJ, c'est une recommandation de la conférence souveraine de 92. Les gens se sont battus de 92 à 2000. C'est en 2000 qu'on a pu mettre cette structure-là en place. Et la structure, elle agit au nom de l'ensemble des jeunes du Mali. Donc s'il y a des améliorations qu'il faut apporter, s'il y a des communications, toutes les structures qui communiquent sur les Facebook et autres là, et les jeunes, ils peuvent aussi aider à communiquer avec le CNJ et faire passer les messages du CNJ. Donc la jeunesse malienne aujourd'hui, tout son problème, c'est vraiment cette désunion. Et on pense que la fêtière est là pour être... Si c'est une structure instrumentalisée, qu'on s'organise pour enlever ceux qui instrumentalisent la structure. Mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain, quoi. C'est ça, moi, mon problème avec cette jeunesse-là. Je vous remercie. Oui, alors, le second chapitre, malheureusement, on n'a que 10 minutes avant la fin de cette émission. Ça va très vite. On sait tous que le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a placé son second quinquennat sous le signe de la promotion de la jeunesse. Alors, c'est sous l'ère IBK aussi qu'on aura vu 3 jeunes devenir Premier ministre. On ne refait pas l'histoire
voir Tatamli à 49 ans, Moussa Mara à 39 ans et maintenant Boubou Cissé à 45 ans. Alors, la nouvelle ossature gouvernementale sera-t-elle composée de jeunes, selon vous? Oui, beaucoup de jeunes, je veux dire. Oui, merci beaucoup. Déjà, juste pour rappeler qu'au Mali, l'expérience de vie, c'est moins de 50 ans. Donc, si on est jeune jusqu'à 49 ans, je ne sais pas à quel niveau on va être adulte. Donc, ça il faut que ça soit bien clair qu'au Mali, ce n'est pas tous les Maliens qui ont la chance d'avoir 50 ans. Au fait, l'expérience de vie des Maliens, c'est moins de 50 ans. Donc, à 40 ans, déjà, on est plus jeune. On est plus jeune. Donc, moi, je pense que c'est une manière de berner. On n'est plus vieux non plus. Hein, je crois qu'on est adulte, au fait. Voilà. Mais quand on dit on est jeune, c'est les jeunes qui sont à la tête. Alors que je suis désolée, mais je n'ai pas la même réflexion, la même conception de la chose que quelqu'un qui a 49 ans. Je suis désolée, cette personne-là ne peut pas me représenter. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a 16 ans que oui, celui qui a été élu, c'est un jeune, il a 49 ans. Je suis désolée, il ne peut pas se voir, il ne voit pas la chose de la même manière. Donc, on dit que le président a placé sa confiance à des gens moins vieux. Oui, je suis d'accord, mais pas... Donc, vous n'êtes même pas d'accord avec que ce n'est pas des jeunes. Non, c'est pas ça. Ça, c'est très clair, ce n'est pas des jeunes. Alors, pour moi, mettre des jeunes dans le gouvernement, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, le Mali a besoin des gens qui ont des compétences, des gens qui ont de l'expérience. Je pense qu'on a besoin d'un gouvernement d'action et non pas d'un gouvernement où les gens vont venir pour acquérir de l'expérience. Je suis désolée, on n'est pas à ce niveau. On ne peut pas se permettre ce luxe-là. C'est très beau qu'il faut mettre les jeunes dans le gouvernement pour qu'ils apprennent. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Mali a besoin d'un gouvernement d'action. Pas un gouvernement où les gens sont là pour apprendre, pour essayer de retrouver le chemin. Non, on n'a pas le temps. Au fait, on n'a pas ce temps. On ne peut pas se permettre ce luxe-là. Le train va assez vite. C'est trop vite. Et les défis sont énormes. Oui. Les défis, je crois que le choix des hommes doit être basé sur leurs capacités, sur leur expérience, sur ce qu'ils peuvent apporter et non pas pour ce que le Mali va apporter à eux. Aujourd'hui, on a besoin que chacun apporte quelque chose au Mali. Alors, si on veut aider la jeunesse malienne, je crois qu'il faut aider la jeunesse malienne sur un autre plan, notamment en donnant des possibilités à cette jeunesse-là d'exploiter ses potentialités sur le côté éducatif, sur le côté santé, sur tous les autres côtés, qu'on permette à la jeunesse malienne de pouvoir vivre, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne cherche à survivre. Celui qui cherche à survivre, vous n'allez pas dire à celui-là, écoutez, on a pris ton représentant, on l'a mis ministre. Mais il s'en fout qu'il soit ministre. Il est ministre, mais ça ne lui donne pas à manger à lui. Lui, il n'a rien, il n'a absolument rien. Il n'est pas sécurisé, il n'a pas accès aux services sociaux de base. Il ne sait pas ce qui se passe au Mali. Il n'a accès à rien qui est le Mali. Rien, absolument rien. Il n'a que sa nationalité malienne. Il n'a que sa pièce d'identité malienne. Mais même là, pour avoir cette pièce d'identité, il est obligé de passer par tous les chemins. Donc, je pense que la jeunesse malienne a besoin d'autre chose qu'on la dise que oui, c'est votre mandat, vous êtes ministre, vous êtes non. Je suis désolé, c'est pas des Monsieur Yatassaye, on a tant réclamé la tête de l'ancien chef du gouvernement, j'ai envie de dire. Est-ce que son départ et puis la venue du nouveau Boubou Cissé, est-ce que ça va aider le pays à sortir de cette ornière? Au niveau du Conseil national de la société civile, ce n'est pas un changement tant attendu. Au niveau du Conseil national de la société civile, attendait juste le changement comme un gouvernement de mission. Comme Madame a si bien dit, il y a beaucoup de sentiers qui n'attendent pas. Et si le président de la République dit qu'il a placé son mandat à la jeunesse, je pense qu'il doit mettre les jeunes devant, pour prendre mettre les jeunes dans les instances de décision. Mais il y a une fêtière des jeunes, de passer par cette fêtière-là pour pouvoir choisir. Et ces jeunes aussi, ce n'est pas seulement dans le bureau du conseil qui vont purger. Il y a des expériences, il y a comment dirais-je, des gens de valeur qui ne sont pas du conseil. D'accord. Donc, ils pouvaient vraiment les prendre et les mettre devant les... Sinon, vraiment, les vieux ont déjà montré leurs limites. Et puis, ce gouvernement passé, on montre leurs limites. Et même ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas d'espoir au niveau de la société civile. Est-ce que cette jeunesse, justement, dont nous parlons, est-elle suffisamment formée et apte à assurer la relève? Non, moi, je voulais dire... Et quelle attente par rapport à ce nouveau gouvernement? Moi, je voulais dire, placer son mandat ou bien un mandat sous la jeunesse ou sous le signe de la corruption. En 2014, on avait vu, c'était sous le signe de la corruption. Qu'en est-il aujourd'hui? En fait, moi, je crois que c'est des mots. C'est des mots qu'on place, voilà. Et c'est ça. En fait... je crois que, personnellement, aujourd'hui, si on me disait, voilà, monsieur Si, que pensez-vous que le Mali devrait faire? Pour moi,
le Mali peut sortir de sa crise, de la crise dans laquelle on est, avec c'est-à-dire sur 5 axes. Lesquels, assez rapidement? Très rapidement. Premièrement, sur le plan sécuritaire et militaire, armement, etc., s'orienter vers, vers d'autres nations, telles que la Russie. Dans les années 60 à aujourd'hui, on a vu comment c'était passé, comment est-ce que notre État, notre sol, notre territoire malien était surveillé par des capteurs. Il suffisait qu'un avion rentrait sur notre espace aérien seulement, c'était carrément... Deuxièmement, sur le plan économique, à s'orienter vers la Chine et vers l'Inde. En Afrique, s'orienter vers principalement l'Algérie et le Rwanda. Ouais, on n'aura pas le temps de développer cela. Je crois que c'est les pays... Le Rwanda devrait plutôt être un exemple. Bien sûr. Aussi, que... Je l'ai cité, quoi. Je l'ai cité comme exemple parce que le Rwanda, ce sont les exemples à prendre en Afrique. Le Rwanda, l'Éthiopie, ce sont les exemples. Ouais. Mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de développer cela. Mais ces 5 pays-là, je crois qu'ils peuvent beaucoup apporter au pays. Tout à fait. Tout à fait. Alors, monsieur Sidibé, cette jeunesse au cœur du dispositif du pouvoir, est-ce une solution pour sortir pour tirer le pays vers le haut, j'ai envie de dire? Moi, je pense que la jeunesse, elle est une solution. Elle ne doit pas être vue comme un problème. Oui, maintenant, d'abord, le fait de placer le mandat du président sous les signes de la jeunesse, je pense que nous, notre avis a été considéré pour aider même les jeunes à comprendre cela, parce que c'est le mandat des jeunes qu'il faut mettre les jeunes partout au devant de la scène. Il s'agit seulement de faire en sorte que ce mandat puisse être plus profitable aux jeunes que les autres mandats. Moi, j'ai dit que ce soit un mot, que ce soit une volonté politique, il est déjà là, quitte aux jeunes de s'en approprier, d'en faire ce qui est mieux pour notre jeunesse. C'est pourquoi nous on a dit qu'il est bon, le président dit que c'est le mandat des jeunes, que nous-mêmes on donne le contenu que nous voulons à ce mandat-là. Nous avons critiqué les 5 axes. Mais vous ne pouvez pas le faire. Bon, dans tous les cas... Mais vous êtes dans une moule. On vous met dans une moule et vous avancez dans la moule. Donc vous êtes sûr que la moule... On va avancer, on est en débat démocratique. Je pense que à ce niveau-là, et la vision que les jeunes même veulent du mandat, le contenu qu'on veut donner au mandat, c'est pourquoi nous avons lancé les assises nationales de la jeunesse et de l'emploi, présidées par le chef de l'État, pour que nous, le contenu que nous voulons du mandat, qu'on va lui remettre ça. Et qu'il le prenne en compte ou pas, le monde entier saura quand même que les jeunes ont réfléchi et ils pensent que ce n'est pas les postes. Voici le problème. Voici la solution qu'il vous propose. Donc à ce niveau, moi, je n'ai pas de problème. Je pense que le président a fait une volonté politique et c'est aux jeunes de s'en approprier et d'en donner un contenu. Le contenu que le gouvernement donne, on se mobilise pour faire changer beaucoup de choses. Si la jeunesse a un bon contenu proposé pour le mandat, on se donne les moyens d'imposer ce contenu-là au gouvernement. Maintenant, par rapport à la question d'âge, vous savez, le Mali a ratifié, c'est le 2e pays à ratifier la charte africaine de la jeunesse, qui limite l'âge de la jeunesse au niveau africain à 35 ans, mais chaque pays, selon ses spécificités, a encore ajusté cela. Au Mali, on est jeune au niveau des questions d'emploi jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, on peut avoir la chance de faire le concours de la fonction publique. On peut bénéficier des financements de l'APEJ, de tout ce qui est emploi, selon la politique même nationale de l'emploi au Mali. Maintenant, qu'à cela ne tienne, moi je me dis, la question de jeunesse, la jeunesse même c'est une période. Donc l'individu qui traverse cette période, c'est lui qui est appelé jeune. Maintenant, quand on dit un gouvernement rempli de jeunes et autres, c'est vraiment aussi une question d'esprit, quoi. Vous verrez qu'il y a des jeunes dans leur esprit, ils sont plus vieux, plus dépassés que des vieux. Et vous verrez des vieux qui réfléchissent, qui n'ont pas la capacité, l'énergie jeune, mais qui réfléchissent mieux sur les questions de jeunesse que les jeunes eux-mêmes. D'où la présence des inspecteurs sur les questions de jeunesse. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, Boubou, il est jeune. C'est mon point de vue. Moussa Mara était jeune. Tatamli était jeune. Par rapport à la classe politique malienne, c'est ça le problème. Ça, il ne s'agit pas de jeunes associations, jeunes mouvements associatifs, mais aujourd'hui dans les partis politiques, les présidents des jeunes, c'est à partir de 45 ans, sinon on dit que... Et donc quand vous regardez cette classe politique,
aujourd'hui, ceux-ci-là, ils sont vraiment jeunes par rapport à ces aînés-là. Et donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, on est en train de rajeunir un peu la classe politique. Au niveau de la société civile, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment des jeunes pour nous par rapport à leurs aînés au niveau de cette classe politique-là. Et le gouvernement que nous attendons, comme elle l'a dit, d'autres l'ont dit, c'est pas seulement un gouvernement composé des jeunes, mais nous voudrons quand même qu'à compétence égale, qu'on favorise les jeunes. Mais c'est pas quand même un gouvernement où il faut mettre les jeunes pour faire du plaisir. Et puis il faut éviter aussi, quand on dit jeunes, qu'on amène les neveux, les cousins ou vraiment des enfants de salon, quoi. Il faut que ce soit des gens représentatifs, des gens qui ont de la compétence et les gens qui connaissent aussi le Mali. Il ne faut pas aller rencontrer quelqu'un dans une rencontre internationale qui fasse son chorobier, qu'on pense qu'il peut gérer les problèmes maliens. Nul ne peut être expert sur les questions du Mali que les Maliens eux-mêmes. Et un Malien né ailleurs, grandi ailleurs, qui a appris à connaître ailleurs, ne peut pas résoudre le problème que nous vivons dans notre pays. Absolument, absolument. Merci, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Monsieur Sidibé. Et on espère pouvoir assister à une véritable rupture, j'ai envie de dire, dans la gestion des affaires de l'État avec peut-être un jeune en 2023. Voilà, en 2023. Hein. Et cette fois-ci, avec quelqu'un, parce que bon, les Américains disent que l'âge n'est rien d'autre qu'un nombre. Hein. Donc si on a un jeune qui puisse accéder à la magistrature suprême à 30 ans jusqu'à 34 ans, en ce moment, madame, on pourra dire qu'il est véritablement jeune. Merci d'avoir répondu à cette invitation. On avait aujourd'hui M. Souleymane Satigui Sidibé, le président du Conseil national de la jeunesse. Merci, M. Sidibé. Et face à lui, Madame Adam Diko, présidente de la JICAD, association des femmes, des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. C'est bien ça. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et M. Si également était avec nous. M. Si est le président du mouvement de veille démocratique. Merci. Et enfin, M. Yatassaye, Mamadou Yatassaye, le représentant du Conseil national de la société civile. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, ainsi se referme cette émission. Nous aurons certainement la chance de pousser la réflexion une autre fois. Merci pour votre constante fidélité et à très bientôt pour un autre débat citoyen. Merci. Merci. Merci.